Ma sœur était au chômage depuis 2 ans, mais elle menait toujours un train de vie somptueux, comme si elle était riche devant ses amis. Elle se moquait même de moi, en disant « Quand seras-tu enfin aussi prospère que moi ?» Un jour, j'ai découvert d'où elle tirait cet argent. J'ai attendu jusqu'au jour d'une fête comptant 150 invités. Je suis Valérie, une directrice des opérations de 32 ans qui venait de survivre à une semaine de travail brutal de 60 heures. Tout ce que je voulais, c'était rejoindre ma voiture en paix. Mon chemin vers ma vieille Toyota cabossée de 10 ans était complètement bloqué par une Porsche décapotable neuve, rouge pomme d'amour, qui semblait absurdement déplacée dans ce décor industriel morne de Gennevilliers. La portière du conducteur s'est ouverte pour révéler ma sœur cadette, Sophie, sortant sous la bruine tout en arborant une tenue Gucci de la tête aux pieds qui coûtait sans aucun doute plus cher que le véhicule que je conduisais. Il était exaspérant d'être témoin de ce spectacle parce que cette femme était au chômage depuis exactement 2 ans et se plaignait constamment à nos parents de ne pas pouvoir se payer une mutuelle de base. Elle a lentement retiré ses lunettes de soleil de créateur pour examiner mon apparence avec un ricanement de mépris absolu avant de prononcer une phrase qui a fait bouillir mon sang dans mes veines. « Regarde-toi, Valérie, travaillant comme directrice pendant 10 ans, et pourtant tu as toujours l'air d'une vieille femme misérable. Quand apprendras-tu enfin à gagner de l'argent intelligemment et à être aussi prospère que moi ?» Je suis resté là silencieusement, remettant en question la réalité parce que, le mois dernier encore, elle suppliait nos parents de lui donner de l'argent pour l'essence. Pourtant, elle me faisait maintenant la leçon sur le succès tout en s'appuyant contre une voiture de sport de location. Elle n'a pas attendu ma réponse, mais a plutôt enfoncé une lourde enveloppe dorée contre ma poitrine, qui s'est avérée être une invitation à son gala de fiançailles. Elle m'a averti de ne pas lui faire honte avec mes vêtements bon marché avant de remonter dans la Porsche et de partir en trombe, me laissant seul sous la pluie avec 1 million de questions. J'ai su immédiatement que sa fortune soudaine était bâtie sur des mensonges, alors j'ai décidé de découvrir la vérité. Ce que j'ai trouvé était assez choquant pour la détruire, et j'ai attendu le moment idéal pour tout révéler. L'atmosphère à l'intérieur de la maison à Saint-Germain-en-Laye ce soir-là était imprégnée de l'odeur d'un parfum coûteux, qui dominait complètement l'arôme réconfortant du rôti de bœuf que ma mère préparait habituellement pour les réunions de famille. Je suis entré dans le salon pour trouver ma mère, Béatrice, s'agitant avec une énergie anxieuse tandis que Sophie était assise au centre du canapé en peluche beige comme une reine tenant sa cour au milieu d'un océan de sacs de shopping brillants. Mon père, Christian, était assis dans son fauteuil inclinable préféré, penché en avant avec un regard de fascination absolue sur son visage alors qu'il écoutait chaque mot sortant de ses lèvres à propos de sa nouvelle vie d'investisseuse de haut vol. Sophie a à peine reconnu mon arrival avant de plonger la main dans un sac orange impeccable pour en sortir une boîte noire élégante que j'ai immédiatement reconnue comme un emballage de chez Hermès. Elle a tendu la boîte à maman avec un geste théâtral, tout en affirmant qu'une femme d'une telle élégance méritait des accessoires à la hauteur de sa beauté intemporelle. Maman a ouvert le cadeau avec des mains tremblantes et a eu un souffle coupé lorsqu'elle a révélé un sac à main en cuir qui coûtait plus que ce que je gagnais en 3 mois de gestion logistique. Le spectacle a continué lorsque Sophie a tourné son attention vers papa et lui a présenté une lourde boîte verte contenant une Rolex submarinée en or qui brillait sous les lumières du salon. Papa a regardé la montre avec les yeux humides parce qu'il avait désiré un garde-temps de luxe toute sa vie, mais n'avait jamais eu le revenu disponible pour justifier un achat aussi extravagant. Je me suis penché plus près pour inspecter la montre, espérant repérer un signe indiquant qu'il s'agissait d'une contrefaçon, mais la fabrication semblait terriblement authentique à mon œil non exercé. La conversation s'est rapidement transformée en une comparaison douloureuse de nos vies alors que maman posait le sac coûteux sur ses genoux et me regardait avec un mélange de pitié et de déception. Elle m'a demandé pourquoi je conduisais toujours cette vieille voiture et portais des costumes de grand magasin alors que ma sœur cadette prospérait visiblement dans la nouvelle économie des actifs numériques. Papa est intervenu pour dire que je devais mettre à jour ma façon de penser car s'en tenir à un emploi traditionnel de 9h à 17h était une mentalité d'esclave qui ne mènerait jamais à une véritable liberté financière. Sophie a saisi l'occasion pour me faire la leçon sur le monde en plein changement tout en sirotant un verre de vin millésimé qu'elle avait dû apporter avec elle pour célébrer son propre génie. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a déclaré que l'ère du travail acharné était révolue parce que les gens intelligents laissaient leur argent travailler pour eux grâce à la finance décentralisée. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas, Valérie ? Tu t'épuises pendant tout un mois pour obtenir un chèque de paie que je peux gagner en 5 minutes en cliquant simplement sur un bouton de mon ordinateur portable parce que je comprends comment le marché évolue. J'ai senti ma patience se briser comme une brindille sèche. J'ai donc décidé de m'opposer à ce récit ridicule en demandant des détails spécifiques sur ses sources de revenus et ses déclarations fiscales.
Je lui ai demandé de but en blanc si elle avait payé ses impôts estimés sur ses gains en capital massif ou si elle pouvait me montrer la plateforme de trading qu'elle utilisait pour générer des rendements aussi constants. La pièce est devenue silencieuse pendant un moment avant que mes parents ne se tournent vers moi avec des expressions de colère véritables pour avoir osé interroger leur enfant prodige qui réussissait enfin. Maman a frappé la table de sa main et m'a accusé d'être amère et jalouse simplement parce que ma sœur cadette m'avait surpassé de toutes les manières possibles, y compris l'indépendance financière. Papa a secoué la tête en caressant sa nouvelle montre et m'a dit que mon scepticisme était exactement la raison pour laquelle je resterais toujours coincé dans les échelons intermédiaires de la direction alors que Sophie était destinée à la grandeur. J'ai essayé d'expliquer que je posais ces questions pour les protéger d'éventuels problèmes juridiques, mais Sophie m'a coupé avant que je ne puisse finir ma phrase sur l'administration fiscale. Son téléphone a commencé à sonner avec une tonalité forte et exigeante qui a brisé la tension dans la pièce et lui a offert la porte de sortie parfaite pour échapper à mon interrogatoire. Elle a regardé l'écran avec un agacement fin et a annoncé que c'était son associé de Paris qui l'appelait concernant un projet de fusion crucial qui ne pouvait pas attendre demain. Elle s'est levée du canapé et a lissé sa robe de créateur tout en s'excusant auprès de maman et papa de devoir prendre l'appel pendant le temps en famille. C'était une leçon magistrale de manipulation parce qu'elle savait exactement comment se donner de l'importance tout en évitant tout examen réel sur la provenance effective de l'argent. 2 jours après ce dîner vaniteux dans la maison familiale, mon intuition me criait que quelque chose d'extrêmement dangereux se tramait sous la surface de la fortune soudaine de ma famille. J'ai décidé de quitter mon bureau au centre logistique 2 heures plus tôt pour me rendre à la maison de mes parents à Saint-Germain-en-Laye sans appeler au préalable, car j'avais besoin de les surprendre. Le trajet a semblé plus long que d'habitude alors que la pluie fouettait mon pare-brise tandis que mon esprit rejouait la façon dont Sophie avait esquivé chaque question sur ses finances lors de notre dernier repas. Je me suis garé dans l'allée pour trouver la Porsche de location de Sophie déjà stationnée là, ce qui a confirmé mon soupçon qu'elle préparait un autre coup pendant qu'elle pensait que j'étais occupé au travail. J'ai déverrouillé la porte d'entrée sans faire de bruit et j'ai marché dans le couloir vers la salle à manger, où j'ai découvert une scène qui m'a glacé le sang. Sophie était assise entre maman et papa à la table à manger avec une épaisse pile de documents juridiques étalés devant eux comme un jeu de cartes. Les papiers portaient le logo bleu distinct d'une grande banque nationale, et Sophie pointait du doigt diverses lignes de signature avec une urgence qui semblait tout à fait suspecte pour une simple visite familiale. Je me suis tenu dans l'ombre du couloir, écoutant Sophie expliquer d'une voix mielleuse qu'il s'agissait simplement de formulaires standards pour les nommer membres honoraires du conseil d'administration de sa nouvelle entreprise technologique. Elle leur a dit qu'en signant ces papiers, ils s'assureraient une pension à vie qui rapporterait chaque mois plus que les pensions de retraite de papa. Maman la regardait avec adoration tout en tenant un stylo au-dessus du papier, prête à sacrifier sa sécurité financière sur la base d'une promesse imaginaire. Je me suis précipité dans la pièce avant que l'encre ne touche la page parce que j'avais repéré un détail terrifiant sur l'entête du document qui me faisait face à l'envers. Attendez, maman, papa, ne signez rien avant d'avoir réellement lu les petits caractères, car ce n'est pas une nomination au conseil d'administration. Pourquoi ce document a-t-il un tampon du département des prêts hypothécaires résidentiels s'il est censé s'agir d'un poste en entreprise? La pièce s'est figée instantanément alors que Sophie levait les yeux avec un regard empreint de pur venin avant de s'empresser de rassembler les papiers en une pile désordonnée pour cacher le texte. Elle a arraché le document que papa tenait de ses mains comme si elle protégeait un secret d'État contre un espion étranger. Son comportement est passé de celui de la fille douce à celui d'un animal féroce alors qu'elle se levait pour hurler que j'essayais de gâcher la plus grande opportunité de leur vie. Elle m'a accusé d'être si jalouse de son succès que je préférerais voir nos parents vivre dans la pauvreté plutôt que d'admettre qu'elle était la sœur supérieure qui savait réellement comment prendre soin d'eux. J'ai regardé maman pour obtenir son soutien, espérant qu'elle verrait la logique de mon avertissement, mais elle a simplement secoué la tête avec un regard de fatigue totale. Elle a tendu la main pour tapoter celle de Sophie afin de la calmer avant de tourner son regard froid vers moi, comme si j'étais l'intruse dans leur foyer heureux. Valérie, tu dois arrêter ce comportement paranoïaque immédiatement parce qu'il déchire cette famille. Ta sœur essaie de montrer sa gratitude pour la façon dont nous l'avons élevée, alors que toi, tu ne cherches que des problèmes, alors s'il te plaît, laisse-nous tranquilles. Je suis resté là sous le choc alors que le poids de ces mots écrasait tout espoir que j'avais de raisonner avec eux à ce moment-là. Papa n'a pas dit un mot, mais il a tendu le bras au-dessus de la table pour reprendre le stylo des mains de maman avec un mouvement provocateur qui signalait son choix. Il a tiré la dernière page du bas de la pile de Sophie et a signé son nom avec un geste appuyé tout en me fixant dans les yeux. Le regard de déception sur son visage a fait plus de mal que n'importe quel mot, car il me disait qu'il faisait plus confiance à une menteuse qu'à son propre bon sens.
Sophie a souri triomphalement en rangeant les documents signés dans sa mallette en cuir, et j'ai réalisé avec un cœur lourd que j'étais complètement seul dans ce combat pour les sauver. Une semaine plus tard, alors que je me noyais sous une montagne de manifestes de cargaison et de rapports logistiques, un appel téléphonique de Karine a tout changé. Karine, ma meilleure amie depuis 15 ans et infirmière en chef dans une résidence senior haut de gamme locale, semblait inhabituellement ébranlée lorsqu'elle m'a demandé de la rejoindre immédiatement dans un café tranquille près de sa clinique. Elle a insisté sur le fait que l'affaire était extrêmement délicate et directement liée à ma famille, ce qui a envoyé une nouvelle vague d'anxiété dans ma poitrine. Alors que je saisissais mon manteau et me précipitais vers la sortie, je l'ai trouvée assise dans un box d'angle, serrant une tablette contre sa poitrine avec une expression sombre qui me disait que j'allais entendre quelque chose qui briserait tout ce qu'il restait de ma tranquillité. Elle n'a pas perdu de temps en banalité mais s'est penchée sur la table pour révéler une sombre réalité bien plus sinistre que tout ce que j'avais pu imaginer. Karine a révélé qu'une jeune femme fréquentait son établissement sous prétexte de faire du bénévolat et d'offrir de la compagnie aux résidents âgés, qui étaient souvent seuls ou souffraient des premiers stades de la maladie d'Alzheimer. Cette femme avait passé des mois à gagner la confiance des personnes les plus vulnérables du bâtiment avant de convaincre au moins 3 d'entre elles de retirer la totalité de leurs économies de toute une vie. Elle les avait attirées dans un projet fantôme de monnaie numérique en promettant un retour sur investissement mensuel de 2 cents pour cent qui était censé financer un mode de vie luxueux pour leurs dernières années. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes alors que Karine commençait à faire défiler une série de photographies de sécurité en haute résolution prises dans la zone commune de l'établissement au cours des dernières semaines. Valérie, j'ai vérifié les images des caméras de sécurité après que plusieurs familles ont signalé des fonds massifs manquants sur les comptes de leurs parents. C'est exactement pour cela que je t'ai appelé, car la femme dans ces vidéos est sans aucun doute ta sœur. Madame Simon de la chambre 302 vient de perdre 46 000 € dans cette combine, et elle fait actuellement une dépression nerveuse complète parce qu'elle n'a plus rien à son nom. J'ai fixé l'écran avec les yeux brouillés tandis que mes mains tremblaient si violemment que j'ai failli renverser ma tasse de café sur la table. La femme sur les photos était bel et bien Sophie. Et ce qui rendait l'épreuve encore plus accablante était la tenue de créateur spécifique qu'elle portait sur les clichés les plus récents. C'était exactement le même ensemble Gucci de la tête aux pieds qu'elle portait au dîner où elle s'était moquée de mon manque de succès et avait offert à maman ce sac à main coûteux. J'ai réalisé avec une clarté écœurante que les articles de luxe qu'elle avait utilisés pour acheter l'affection de nos parents avaient été payés en volant les fonds de retraite de personnes âgées qui ne pouvaient plus se défendre. Es-tu absolument certaine de son identité, Karine? Parce que c'est une allégation criminelle grave qui pourrait ruiner sa vie pour toujours. Karine m'a regardé avec une profonde sympathie avant de lancer un court clip vidéo montrant Sophie se penchant près d'un vieil homme tout en guidant sa main tremblante pour signer un document qui ressemblait terriblement à ceux que j'avais vus sur la table à manger à Saint-Germain-en-Laye. J'ai enfin commencé à faire le lien et j'ai réalisé que Sophie gérait une chaîne de Ponzi classique, où elle utilisait l'argent volé aux nouvelles victimes pour financer son train de vie somptueux et rembourser juste assez de personnes pour maintenir le mensonge en vie. La réalisation la plus horrible était qu'elle étendait maintenant sa portée prédatrice vers maman et papa parce qu'elle avait besoin d'une nouvelle injection de liquidité pour maintenir son château de cartes chancelant. Elle n'était pas seulement une sœur gâtée ayant une habitude de dépense, mais une criminelle au sang-froid qui cannibalisait sa propre famille et sa communauté pour maintenir une fausse image de succès. J'ai remercié Karine pour son courage d'être venue me voir et je lui ai promis que je gérerais la situation avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé par l'avidité de Sophie. Il n'y avait plus de place pour le doute. J'ai donc plongé dans une enquête financière approfondie et découvert une vérité encore plus horrifiante que l'escroquerie qu'elle menait sur des inconnus. J'ai réalisé que si Sophie était assez effrontée pour voler les personnes âgées de la maison de retraite, elle n'hésiterait certainement pas à exploiter les 2 personnes qui lui faisaient le plus confiance. Je me suis rendu à la maison de mes parents pendant qu'ils étaient à un déjeuner communautaire et j'ai utilisé mon double des clés pour accéder à la boîte aux lettres secondaires située au bout de l'allée. J'avais remarqué lors de ma dernière visite que Sophie protégeait inhabituellement le courrier, et je savais maintenant exactement pourquoi elle voulait être la première à l'atteindre. À l'intérieur de la petite boîte métallique, j'ai trouvé une pile d'enveloppes urgentes provenant de plusieurs grandes banques avec lesquelles papa et maman n'avaient jamais fait affaire de toute leur vie. Mon cœur a sombré en voyant les mots « paiement en retard » et « avis final » tamponnés à l'encre rouge agressive sur le devant de multiples relevés adressés à Christian et Béatrice. J'ai emporté la pile de documents dans ma voiture et j'ai commencé à les étaler sur le siège passager pour examiner l'ampleur stupéfiante de la trahison. J'ai découvert que Sophie avait systématiquement utilisé les informations personnelles de nos parents, y compris leur numéro de sécurité sociale et leur date de naissance, pour ouvrir 5 cartes de crédit noires différentes à limite élevée.
Les relevés montraient que ses comptes avaient été ouverts au cours des 18 derniers mois, soit à peu près au moment où Sophie affirmait que sa carrière d'investisseuse avait décollé. Chaque article de luxe que j'avais vu récemment, de la location de la Porsche rouge à la Rolex en or et aux tenues Gucci de créateurs, avait été facturé sur ses cartes. Elle avait atteint la limite maximale sur chaque compte, laissant maman et papa avec une dette combinée de près de 74 000 € dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Elle n'escroque pas seulement des inconnus, ai-je pensé. Elle cannibalise littéralement ses propres parents et les transforme en débiteurs massifs alors qu'ils sont encore occupés à chanter ses louanges. J'ai ressenti une vague de nausée m'envahir en regardant une facture pour un dîner de 2 800 € au centre-ville de Paris que Sophie était censée avoir offert à la famille pour célébrer son succès. La réalité était que maman et papa avaient payé sans le savoir leur propre célébration avec un crédit à taux d'intérêt élevé qu'ils ne pourraient jamais espérer rembourser avec leurs revenus fixes. J'ai continué à fouiller dans les documents jusqu'à ce que je trouve la preuve la plus dévastatrice à ce jour, qui était une confirmation d'un prêt hypothécaire. Sophie avait réussi à falsifier la signature de papa sur ces épaisses piles de paperasse que j'avais vues dans la salle à manger quelques jours auparavant. Ce faisant, elle avait effectivement hypothéqué leur maison pour une énorme somme d'argent liquide, qu'elle utilisait probablement pour financer la compte de son gala de fiançailles extravagant. Je suis resté assise dans le silence de ma voiture pendant un long moment, essayant de digérer la froideur absolue nécessaire pour mettre ses propres parents au bord de l'itinérance pour le plaisir d'une image factice. Sophie avait manipulé leur amour et leur fierté pour les transformer en comptes bancaires personnels, et elle prévoyait manifestement de disparaître dans sa nouvelle vie avec Pierre avant que les factures ne tombent. J'ai passé l'heure suivante à utiliser mon téléphone pour prendre des photographies en haute résolution de chaque relevé, de chaque signature falsifiée et de chaque avis de retard que j'avais trouvé. Je me suis assuré de capturer les dates et les listes détaillées de ces frénésies de dépenses pour m'assurer qu'il n'y aurait aucun moyen pour elle de nier la vérité. J'ai soigneusement replacé le courrier original dans la boîte exactement comme je l'avais trouvé parce que je ne voulais pas encore l'alerter que j'étais sur la piste de son stratagème. Ces copies étaient les munitions dont j'avais besoin pour la contre-attaque finale qu'il exposerait devant tout ce qu'elle essayait d'impressionner. Je savais que si je l'affrontais maintenant, elle ne ferait que manipuler maman et papa pour leur faire croire que j'étais la méchante. Je devais donc attendre un moment où elle ne pourrait pas se cacher derrière ses mensonges. Ma sœur avait passé des années à perfectionner son rôle d'entrepreneuse prospère, mais je détenais désormais les preuves qui prouvaient qu'elle n'était rien d'autre qu'une voleuse ordinaire. 2 jours avant le gala de fiançailles, j'ai décidé de retourner dans ce repère de mensonges une dernière fois, non pas pour sauver qui que ce soit, mais pour être témoin de l'audace pure de leur trahison. L'air à l'intérieur de la maison semblait étouffant alors que j'entrais dans le salon pour trouver Pierre, le fiancé de Sophie, assis sur le canapé avec un air de bonheur naïf qui me retournait l'estomac. C'était un homme au grand cœur avec une carrière réussie dans l'ingénierie logicielle, pourtant il était assis là, ignorant totalement qu'il s'apprêtait à épouser un prédateur financier. Sophie s'appuyait contre lui avec un air d'élégance pratiquée, ses yeux brillant d'une satisfaction prédatrice qu'elle n'essayait plus de me cacher. C'était une vue surréelle de les voir discuter de leur avenir ensemble alors que les fondements mêmes de la vie de mes parents étaient systématiquement démantelés en arrière-plan. La pièce maîtresse de cet étalage grotesque était l'énorme bague en diamant au doigt de Sophie, qui accrochait la lumière à chaque mouvement calculé de sa main. J'ai fixé la pierre de 3 carats et j'ai senti une fureur froide monter en moi car je savais pertinemment que ce bijou de 28 000 € avait été acheté en utilisant la carte de crédit noire qu'elle avait ouverte au nom de papa. Elle paradait avec la preuve de son vol juste devant les victimes, confiante que son charme et leur dévotion aveugle la protégeraient de tout examen. Sophie a remarqué que je regardais et a délibérément tendu sa main, inclinant son poignet pour que le diamant brille encore plus intensément sur fond du modeste salon de nos parents. Tu devrais bien regarder, Valérie, parce que c'est un niveau de classe que toute ta vie à travailler pour un salaire n'atteindra jamais. Les femmes intelligentes n'ont pas besoin de suer et de peiner juste pour posséder des diamants quand elles savent naviguer dans le monde mieux que toi. Pierre a laissé échapper un rire forcé et maladroit et s'est agité inconfortablement car même lui semblait percevoir la cruauté cinglante de son ton. Il a tenté de jouer les médiateurs en tendant la main et en m'offrant un siège, me rappelant que le gala n'était que dans 48 heures et qu'il voulait vraiment que je sois là pour célébrer leur union. Il a parlé du bel avenir qu'il planifiait, mentionnant à quel point il se sentait chanceux de rejoindre une famille dotée d'un tel héritage de succès. Il m'est apparu clairement à ce moment-là que Sophie lui avait menti avec autant de conviction qu'elle avait menti à nos parents, tissant une toile de fiction où elle était la brillante héritière d'un vaste domaine familial. Il n'était qu'un pion de plus dans son jeu, un bouclier respectable qu'elle pouvait utiliser pour valider sa fausse identité pendant qu'elle vidait tout le monde autour d'elle. J'ai regardé à nouveau la bague, puis directement dans ses yeux,
qui était remplie d'un sentiment suffisant d'invincibilité. J'ai réalisé qu'elle croyait vraiment avoir gagné et que je n'étais rien de plus qu'un petit ennui trop faible pour arrêter son ascension dans la haute société. Elle est vraiment magnifique, Sophie, et elle va parfaitement à ton doigt pour le moment. J'espère juste que tu pourras la tenir très fermement quand la facture réelle de tout cela arrivera enfin à ta porte. Le sourire de Sophie a vacillé pendant une fraction de seconde alors qu'elle cherchait sur mon visage un signe de menace directe, mais j'ai gardé une expression soigneusement neutre. Pierre a semblé confus par ma remarque critique, mais il a simplement hoché la tête et souri, supposant probablement que je faisais une blague maladroite sur les coups de la cérémonie de mariage. Je ne suis pas resté un instant de plus que nécessaire car l'odeur de son arrogance devenait insupportable. Je suis sorti de la maison et je suis resté longtemps dans l'allée, le vent froid de l'hiver mordant ma peau alors que je serrais mes clés de voiture jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. La tentation d'appeler la police sur le champ était écrasante, mais je savais qu'une simple arrestation dans une banlieue tranquille ne suffirait pas à réparer les dommages qu'elle avait causés. Je voulais que Sophie subisse tout le poids de ses choix au moment précis où elle se sentait la plus puissante, entourée des personnes à qui elle avait menti et du prestige qu'elle avait volé. Je voulais qu'elle soit emmenée menottée alors qu'elle portait sa robe de créateur et son diamant volé, avec les flashs de son monde factice enregistrant sa disgrâce absolue. Ma détermination était maintenant comme de l'acier trempé alors que je m'éloignais, laissant derrière moi la maison qui n'était plus un foyer et me préparant pour l'acte final de cette tragédie. Je n'étais plus la sœur aînée jalouse dont il m'accusait d'être. J'étais la personne détenant la vérité qui était sur le point de réduire tout son monde en cendres. Le gala de fiançailles à l'hôtel Le Bristol était un spectacle de lustres scintillants qui baignait la salle de bal d'un éclat doré artificiel. Pourtant, je suis entré dans cette pièce en portant la tenue la plus simple que je possédais. Alors que les autres femmes glissaient sur les sols polis dans des robes de créateurs valant des milliers d'euros, je me tenais près de l'entrée dans une simple chemise blanche à boutons et un pantalon noir cintré. Ma présence était un contraste intentionnel avec l'opulence creuse qui m'entourait, et je pouvais sentir les regards critiques des invités qui chuchotaient derrière leur flûte de champagne. Leur mépris m'importait peu car je savais qu'à la fin de la soirée, mes vêtements ordinaires seraient le cadet des scandales discutés dans cette salle de bal. Je me suis déplacé dans la foule avec une concentration tranquille, portant une mince sacoche d'ordinateur portable qui contenait les preuves numériques nécessaires pour démanteler le mensonge élaboré que Sophie avait passé 2 ans à construire. Il n'a pas fallu longtemps à Sophie pour me repérer, et elle s'est immédiatement détournée d'un groupe de personnalités mondaines pour m'intercepter avec un regard de pur dégoût. Elle portait une robe en soie faite sur mesure qui coûtait probablement autant qu'une voiture compacte, son diamant volé accrochant la lumière des flashs alors qu'elle gesticulait sauvagement. Elle a commencé à rire assez fort pour que les invités environnants interrompent leur conversation, sa voix suintant la sorte de cruauté théâtrale qu'elle avait utilisée pour me maintenir à ma place. Pierre se tenait à quelques pas derrière elle, l'air profondément embarrassé par la scène, mais il était encore trop hypnotisé par son charme pour intervenir. « Bonté divine, Valérie. Es-tu venue ici pour faire le service ou peut-être pour nettoyer les toilettes avant que les vrais invités n'arrivent pour le plat principal ? Je t'ai explicitement dit de porter quelque chose de respectable pour ne pas me faire honte. Et pourtant, tu te présentes en ayant l'air d'une véritable disgrâce. » Je ne lui ai pas offert la satisfaction d'une réponse ou d'une excuse, et je n'ai pas bronché lorsque plusieurs de ses amis ont commencé à ricaner de son esprit acéré. J'ai simplement regardé au-delà d'elle vers la scène, où un grand écran de projection affichait actuellement un diaporama de photos romantiques mises en scène d'elle et de Pierre. J'ai attendu que le maître de cérémonie annonce les toasts familiaux, et quand le microphone est devenu disponible, je suis monté sur l'estrade d'un pas assuré. Sophie me regardait avec un sourire narquois, supposant probablement que j'allais prononcer un humble hommage à sa grandeur devant ses 150 invités. J'ai atteint le podium et j'ai déconnecté calmement le flux multimédia pour brancher mon propre ordinateur portable, mes mains bougeant avec une précision froide. La salle de bal est tombée dans un silence curieux alors que les images romantiques disparaissaient, remplacées par une série de documents en haute résolution et des clichés de caméras de sécurité qui ont rendu la pièce glacialement froide. La première image était un cliché granuleux mais indéniable de Sophie à la résidence senior Les Jardins de l'Automne, immédiatement suivi de relevés bancaires montrant 46 000 € volés à des personnes âgées. Ensuite, j'ai affiché les relevés de cartes de crédit que j'avais trouvés dans la boîte aux lettres de nos parents, mettant en évidence les 74 000 € de dettes qui avaient été accumulées au nom de Christian et Béatrice. Félicitations pour tes fiançailles, Sophie, et je te prie d'accepter ceci comme mon cadeau de mariage officiel, la vérité absolue sur la provenance réelle de ton succès.
Tout ce mode de vie est une fraude parasitaire bâtie sur les économies de toute une vie de personnes âgées vulnérables et sur une montagne de dettes que tu as secrètement accumulées sur la tête de nos propres parents. Le silence qui a suivi était si profond que l'on pouvait entendre le ronflement de la climatisation tandis que les invités fixaient l'écran dans une incrédulité totale. Pierre s'est avancé vers la scène avec un visage blanc comme un linge, ses yeux faisant la navette entre la signature falsifiée sur un prêt hypothécaire et la femme qu'il pensait connaître. Il a regardé la bague à son doigt, puis est revenu à l'écran montrant le reçu détaillé de cette même bague, facturé au numéro de sécurité sociale de son futur beau-père. Sans dire un mot, il a tendu la main et a saisi celle de Sophie, tripotant le diamant pendant quelques secondes avant de l'arracher de son doigt et de le jeter sur le sol de marbre. Les grandes doubles portes au fond de la salle de bal ont été ouvertes avec fracas par une équipe de policiers qui ont marché à travers l'océan de personnalités mondaines horrifiées. Ils se sont dirigés droit vers la scène où Sophie se tenait tremblante dans sa robe en soie et lui ont ordonné de se retourner. Le bruit des menottes se refermant a résonné dans la salle de bal, une fin finale et définitive à la mascarade qu'elle avait maintenue si impitoyablement. Les cris de Sophie se sont transformés en sanglots saccadés alors qu'elle était emmenée devant tout ce qu'elle avait essayé d'impressionner, ses talons de créateur claquant frénétiquement sur le sol alors qu'elle était escortée vers la sortie. 2 mois se sont écoulés depuis cette nuit de révélation chaotique à l'hôtel, et bien que la pluie incessante continue de tomber, le ciel dans mon esprit semble beaucoup plus clair maintenant. Le système judiciaire a agi avec une rapidité que Sophie n'avait certainement jamais anticipée lorsqu'elle était occupée à tisser sa toile de mensonges. Elle a récemment été condamnée à une peine de prison prolongée après avoir été reconnue coupable de multiples chefs d'accusation d'abus de faiblesse, d'escroquerie, d'usurpation d'identité et de vol qualifié envers les personnes âgées et les institutions financières. Les robes de créateur et la Porsche rouge ont été remplacées par une combinaison terne et une cellule froide, une réalité brutale pour quelqu'un qui a jadis cru être trop intelligente pour être prise. Pierre a rompu tout lien avec la situation presque immédiatement, et j'ai appris qu'il avait depuis quitté la région pour échapper à l'ombre du scandale qui a failli ruiner sa réputation professionnelle. Les conséquences pour mes parents, Christian et Béatrice, ont été tout aussi dévastatrices parce que les dommages que Sophie avait causés à leurs finances étaient tout simplement trop importants pour être réparés. Ils ont officiellement perdu la maison de Saint-Germain-en-Laye le mois dernier après que la banque a saisi la propriété suite à l'hypothèque falsifiée, les forçant à emballer leurs quelques biens restants et à emménager dans un appartement exigu et délabré à la périphérie de la ville. C'est bien loin du confort de banlieue qu'ils ont passé 40 ans à construire. Pourtant, ils semblent encore lutter avec la réalité de qui est réellement leur fille. Ils ont essayé de m'appeler des dizaines de fois, sanglotant dans la messagerie vocale et me suppliant d'utiliser mes économies pour rembourser leurs dettes restantes et rétablir leur crédit. J'ai choisi de changer de numéro de téléphone et de couper tout contact parce que j'ai réalisé qu'aider maintenant ne ferait que poursuivre le cycle de complaisance qui a créé ce monstre en premier lieu. J'ai passé ma vie à être la fille fiable et travailleuse pour finalement être traitée comme une paria, et j'ai enfin choisi de donner la priorité à ma propre santé mentale sur leur loyauté mal placée. Maintenant, je suis assise dans mon appartement tranquille, regardant la pluie ruisseler sur la vitre tout en savourant un verre de bon vin dans une paix totale. Il n'y a plus d'appels téléphoniques frénétiques, plus d'insultes sur mon mode de vie simple, et plus de membres de la famille prédateur essayant de vider mes ressources. J'ai enfin retiré la tumeur toxique qui empoisonnait ma vie. Et pour la première fois depuis des années, je peux respirer sans ressentir le poids de leurs attentes ou de leurs trahisons. Avant de conclure l'histoire d'aujourd'hui, il est important de réfléchir au message plus profond derrière le voyage douloureux de Valérie. Ne négligez pas les signes avant-coureurs affichés par Sophie, car sa chute sert de rappel sombre du prix élevé d'un mode de vie factice. Cette histoire met en lumière une vérité profonde, lorsque des parents cèdent au narcissisme d'un enfant et le protègent des conséquences de ses actes, ils ne montrent pas de l'amour. Ils créent un monstre. La transformation de Sophie en prédateur a été alimentée par un environnement familial où les mensonges clinquants étaient plus valorisés que le travail honnête. L'obsession de paraître prospère sans l'être réellement est un poison qui finit par détruire tout ce qu'il touche, comme en témoigne la perte tragique de la maison familiale. La décision de Valérie de partir peut sembler froide pour certains, mais c'était un acte de préservation de soi nécessaire contre des personnes qui refusaient de voir la vérité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin de ce long et émouvant voyage. J'apprécie vraiment votre soutien et le temps que vous passez ici à écouter ces histoires qui reflètent les complexités de la vie moderne. J'aimerais beaucoup entendre vos réflexions sur cette situation. Pensez-vous que Valérie a eu raison de couper entièrement les ponts avec ses parents, ou aurait-elle dû les aider puisqu'ils ont également été victimes des mensonges de Sophie? Si vous étiez à sa place,
Auriez-vous attendu la fête pour exposer la vérité, ou auriez-vous géré cela en privé? Veuillez partager vos opinions et vos histoires personnelles dans les commentaires ci-dessous, car votre perspective aide notre communauté à grandir et à apprendre ensemble. Si vous étiez dans cette situation, que feriez-vous? Commentez la façon dont vous géreriez cela et incluez l'heure et la ville depuis laquelle vous regardez afin que je puisse voir d'où vous nous suivez.